Yasmine, Emmanuel et Rodolphe, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Marianne. Premier sondage de rentrée, j'ai envie de dire, même si on est seulement le 10 août, on y apprend que près de la moitié des électeurs au Québec n'ont pas fait leur choix, alors qu'on est tout près du déclenchement. Les chefs sont en opération séduction, mais est-ce que les gens ne sont pas prêts à s'engager? Est-ce qu'on peut dire ça, Emmanuel? Oui, très clairement. Mais moi, ce qui me surprend dans ce chiffre-là, c'est que ce sont les mêmes chiffres qu'on avait au mois de juin. Alors, dans les faits, toute l'énergie que les différents chefs de parti ont mis pendant l'été pour essayer de se démarquer, Charles Milliard, Christine Fréchette, etc., bien, c'est comme été gaspillé, là. Vous avez raté votre pari. Parce que le but de toutes ces opérations séduction pendant l'été, c'était justement de consolider des appuis, de faire bouger l'aiguille. Puis, à ce chapitre-là, les chefs ont absolument pas réussi. Il y a à peu près rien qui a bougé. Mais moi, je pose la question, puis mes collègues pourront embarquer. Est-ce qu'il n'y a pas une part de ça qui est le fruit qu'on ait 5 partis politiques? Alors là, tout d'un coup, le choix est beaucoup plus nuancé. Il y a différentes teintes de chacune des propositions politiques, parce que c'est pas ça qui fait que les gens se donnent le temps de magasiner. Oui, l'offre est plus grande. Est-ce que la demande suit? Peut-être pas, Yasmine. Mais en fait, c'est comme si les Québécois allaient dans un buffet. Ils ne pensent pas à ce qu'ils vont manger au buffet. Ils savent juste qu'ils vont aller au buffet, puis au moment où ils vont être devant le plat, là, bien, ils choisiront. C'est pas comme si on va à un resto pour le plat du restaurant. Alors, les Québécois se donnent le temps. L'été, c'est pas le moment où on prend des grosses décisions politiques. Même chez les électeurs, c'est pas le moment où ils veulent réfléchir à ce qui va mal au Québec puis ce qu'il faut changer au Québec. Mais chose certaine, c'est que Christine Fréchette, qui a déployé énormément d'énergie cet été à essayer de rejoindre les Québécois, bien, on n'a pas l'impression que le jello a pris pour elle, à tout le moins. On va voir si, pendant la campagne électorale, les Québécois vont être plus attentifs et plus capables de se commettre, juste se commettre envers un parti politique. Puis ça, il y a des moments clés aussi dans une campagne électorale qui peuvent déterminer ça, notamment le débat, par exemple. D'ailleurs, il y a une dame à qui nos collègues ont parlé qui le disait là, dans le Vox Pop. La greffe, Rodolphe, prend encore moins à la CAQ, chez Québec solidaire. Les 3 autres partis, on est plus autour du 50-50. Là, mais voyez, pour Québec solidaire, tout un écart. Même chose pour la CAQ. Comment tu l'expliques? Bien, la CAQ est en repositionnement. La CAQ essaye de changer de nom, changer de logo, mettre Mme Fréchette à l'avant, faire oublier 8 ans de gouvernement, faire oublier certains ministres qui sont encore là ou qui ont quitté. Donc, c'est pour ça, on dirait que la CAQ est en opération rebranding d'une certaine façon. Le jello n'a pas encore pris, c'est certain, concernant les électeurs. Charles Milliard, c'est peut-être une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que d'un côté, on disait, hey, il n'a rien fait cet été. Où est Charlie? Même lui a dû faire des propres publicités pour dire je suis là. La bonne nouvelle, c'est que personne a remarqué qu'il n'était pas là. Puis peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon a été celui qui a pris la meilleure décision de partir en vacances, de se faire oublier pendant 4 semaines. On voit que les électeurs, pour l'instant, n'ont pas fait leur choix. Encore une fois, les débats, le face-à-face va compter. Autant de cœur à prendre, à quelque part, ça risque, en tout cas, de rendre la campagne excitante, Emmanuel. Oui, très excitante à plusieurs niveaux parce qu'il va y avoir le choix. Est-ce que ça va être vraiment le vote du changement et se débarrasser de la CAQ, parce que c'est ça le vote du changement, ou est-ce que Mme Fréchette va être capable de changer la dynamique et d'en faire une proposition autour du fait qu'elle est capable d'incarner le renouveau? Puis aussi, ce qui va rendre ça très excitant, c'est qu'on a 5 partis, puis on va voir les intentions de vote à la grandeur du Québec demain. Mais dans les faits, les dynamiques sont tellement différentes d'une région à l'autre que les courses à 2, les courses à 3 ne seront pas les mêmes dans les différentes régions du Québec. Et c'est ça, entre autres, avec 5 partis, qui rend cette campagne électorale si imprévisible. Parlant de campagne, les chefs bien présents là, sur le terrain, certains ont pris plus ou moins de vacances, mais quand même, on les voit, on les entend beaucoup. Grand Prix de Trois-Rivières la fin de semaine dernière, défilé de la fierté. Aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon qui jouait au mini-pot avec la légende, il faut le dire, Carl Carmoni. On va regarder quelques faits saillants. Le premier obstacle est bon, le second aussi. Ça semble au centre, ça semble bon. Paul Saint-Pierre Plamondon finit avec une normale de 36. Et le champion québécois incontesté, Carl Carmoni, ramène une fiche de -3 et remporte cette édition.
PSPP doit espérer finir quand même avec un meilleur score le 5 octobre. Il serait pas mal content s'il y a 36 des intentions de vote. Il risque d'avoir un gouvernement majoritaire. Hein? C'est sûr. Est-ce que, bon, c'est sympathique. Est-ce que ça le sert bien, ça, Yasmine? Oui, Ouais. définitivement, parce que les partis politiques, puis à quelques reprises dans les derniers mois, on a vu Paul Saint-Pierre Plamondon perdre patience, être impatient, avoir même des mots, c'est des fois dur. Et là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui est sympathique, qui est accessible, qui est comme monsieur, madame, tout le monde, qui est capable de s'amuser dans une partie de mini-pot. Bien, je pense que le monde aime voir ce côté-là de Paul Saint-Pierre Plamondon et ces images-là sont très précieuses, surtout quand il y a un rendez-vous électoral. Rodolphe, il est en mode montrer son côté givré, peut-être moins cérébral? Oui, tout à fait, parce qu'on sait que si on regarde les chiffres, M. Paul Saint-Pierre Plamondon a un déficit concernant le vote féminin. Il doit montrer un côté plus humain. On connaît le côté intellectuel, rigoureux en conférence de presse. Oui, il doit montrer son côté, on va le dire, un peu plus givré, parce que le côté blé entier, on le connaît. Le ministre Dominique Leblanc, maintenant, parlons du fait qu'il est à Washington. Les négociateurs, donc, qui sont sur place. Il est minuit moins 1, date butoir dans 9 jours maintenant. Sur une échelle de 1 à 10, là, quelles sont, selon vous, les chances de succès de Dominique Leblanc rendu à ce stade-ci? À tour de rôle, Emmanuel, d'abord? Personne ne sait. Parce que personne n'est au courant vraiment de la nature des négociations, parce que Donald Trump change d'idée à chaque 5 secondes, dépendant d'à qui. Alors, tu sais, on pourrait avoir une entente à 10 heures, il a changé d'idée à 11 heures et on ne le sait pas. Je pense que c'est à quoi on s'accroche, c'est ce que plaidait un de ses anciens conseillers, devenu adversaire, qui disait qu'à un moment, la pression économique aux États-Unis est telle que c'est peut-être ça qui est le meilleur allié du Canada pour espérer avoir une entente. Yasmine? J'ai l'impression que plus moins on entend parler en fait, qu'est-ce qui se dit, moins on commente, plus ça laisse entendre qu'il y a un réel travail qui se fait derrière. Ça va être bon signe. Que c'est bon signe. Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. On le dit souvent. Bien, c'est ça, c'est Paul qui le dit souvent. Et je pense qu'on est dans une période critique dans ces négociations-là, pas pour l'accord de libre-échange dans son entièreté, mais plutôt pour cette date butoir qui arrive à grands pas dans 9 jours. Là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame et qui pourrait être annoncé bientôt. On va écouter des réactions parce qu'elles ont fusé aujourd'hui. Écoutons. Ça marche pas. M. Trump continue d'avaler les concessions de M. Carney et il nous donne rien au retour. Ça prend une approche plus dure. Et un des problèmes fondamentaux de la négociation, c'est qu'à chaque fois que Donald Trump fait une menace, les négociateurs canadiens marchent à genoux jusqu'à Washington et n'ont, à date, absolument rien obtenu. Moi, je serais ouverte à considérer ce retour-là dans la mesure où il y a un gain qui est obtenu par le Québec, c'est-à-dire, par exemple, un rabaissement des barrières tarifaires. Que ce soit les entreprises manufacturières, que ce soit la gestion de l'offre, que ce soit l'aluminium, l'acier, le bois. Sur tous ces enjeux-là, il faut faire des gains. Là. On ne va pas signer n'importe quoi là, pour faire plaisir aux monsieur dans le Sud. Là. Quand Christine Fréchette parlait qu'elle était ouverte là, à ce qu'il y ait un retour si jamais il y a des gains, elle parlait des produits américains sur les tablettes à la SAQ. Quelles concessions tu fais ou non, en échange de quoi? Est-ce qu'elle a raison, Christine Fréchette, Rodolphe, de dire on bouge pas sur l'alcool sans résultat concret, là? Ben oui, tout à fait. Il faut savoir quel va être le résultat, qu'est-ce qui est sur la table, est-ce qu'il y aura des quotas d'exportation. Écoutez, aujourd'hui, juste le fait que le gouvernement fédéral a annoncé de l'argent pour payer les chemins de fer, le transport d'aluminium à l'intérieur du Canada, c'est comme s'il se préparait un tout petit peu à dire « Ah, ben, on n'aura peut-être pas des bonnes nouvelles, donc on commence déjà à vous donner des petits éléments. » Puis j'ai comme l'impression que les informations qui circulent dans les médias actuellement, ben, est-ce qu'on fera des concessions sur ci? Est-ce qu'on fera des quotas d'exportation? Est-ce qu'on est en train de tester aussi certains secteurs? On voit que certains secteurs aussi sont rapides à réagir. Là, bien évidemment, le secteur laitier et de la gestion de l'offre. Mais on se pose directement la question. Mais juste un point, Marianne. Normalement, une négociation, c'est à tour de rôle. Qu'on n'arrête pas d'aller à Washington et d'aller à Washington, ça veut dire qu'on n'a certainement pas le gros bout du bâton. Parce que normalement, moi, dans mon expérience, c'était une fois chez vous, une fois chez nous. Là, on ne fait que d'aller. On est le demandeur d'une certaine façon. Bien, on l'est. Je pense qu'il n'y a personne qui pense qu'on ne l'est pas puis qu'on a le gros bout du bâton. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, donc il faut là. arrêter de penser, quand M. Carney a dit « ça va être gagnant-gagnant », non, ça ne sera pas gagnant-gagnant. Oui, mais ça peut pas... Tu sais, la réalité, puis c'est là que c'est risqué pour M. Carney, parce que la perception que... Tu
qui était un magicien et qu'il réussirait l'impossible. Là. Et là, il est confronté à ces attentes de l'électorat. Je pense que ça le sert. Plus ça prend de temps, plus ça a l'air difficile, plus les gens comprennent que Donald Trump est complètement imprévisible et irrationnel, plus ça permet de faire avaler les concessions qui vont venir après. Mais il ne faut pas se leurrer, là. Le seul pays qui a réussi à tenir tête à Donald Trump, qui a réussi à se lancer dans une surenchère de œil pour œil, dent pour dent, c'est la Chine. Puis même avec la Chine, mais à un ils ont moment les donné, il a fallu que tout le monde arrête. Ils sont gros, là. Le Canada, c'est pas la Chine. Là. Voilà, Alors, c'est ça la réalité. Mais le pari, je pense, du gouvernement, c'est aussi d'espérer qu'à la longue, M. Trump n'a pas les moyens de mettre le feu à sa propre économie. Ça a toujours été ça. Et là, on espère qu'au moins, on est capable d'éviter. Oui, on joue l'horloge à quelque part. Je veux qu'on prenne le temps de se parler un peu de tennis. Du nouveau stade de tennis, possiblement, à Montréal. On a vu la manifestation contre cette idée-là hier. On va écouter ensemble un extrait de l'entrevue qui a été accordée à la collègue Frédéric Gay par le grand patron de l'ATP. Écoute, obligation, c'est un gros mot. Je pense que dans un certain sens, ils doivent être motivés et incentivés d'améliorer. À un moment, il faut garder à peu près le même niveau. On regarde les grands chelems, Wimbledon, Roland-Garros. C'est une compétition entre eux, toujours essayer d'améliorer le stade, l'expérience. Pareil avec les Masters 1000. Que risquent de faire les gouvernements? Parce qu'on s'entend là que ça demande beaucoup de fonds publics. Yasmine? En fait, il ne faut pas répondre finalement à cette épée de Damoclès. Là. C'est soit vous sortez le chéquier, puis sinon on part. Est-ce que le gouvernement peut avoir une participation? Certainement, mais pas toute la participation. Ce n'est pas un truc gouvernemental. Qu'on fasse travailler le privé, qu'il y ait des capitaux privés. Puis si le gouvernement doit venir compléter finalement un financement, un montage financier peut-être, mais ce n'est certainement pas le moment de parler aux électeurs qui vont aller en élection alors qu'ils voient les routes, qu'ils voient les hôpitaux, qu'ils voient les écoles tomber en ruine, leur dire d'aller construire un stade pour un événement qui a lieu 2 semaines par année. Là. Justement, est-ce que les partis à Québec risquent de se positionner par rapport à cette question-là en campagne, selon toi, Rodolphe? Je pense que si j'étais eux, je ne voudrais pas me positionner, certainement pas, durant la campagne électorale. Je veux dire, s'il vous plaît, on en reparlera au mois de novembre. Ça nous donne envie de leur poser la question, en tout cas, ça, c'est clair. Là, maintenant, ça va être fait. Mais écoute, le problème, c'est que c'est une chose dépenser des centaines de millions dans un grand centre comme le Centre national de tennis qui est en train de créer nos champions. Mais quand c'est seulement pour un stade, c'est là que ça pose problème. Puis à un moment donné, la question, c'est si tu ne construis pas un nouveau stade pour les expos avec des fonds publics, pourquoi tu construirais un stade pour des joueurs de tennis, t'sais? Alors, c'est là, je pense qu'il y a un problème. Et le tournoi, il est déjà là. Là. Remarque bien que le tournoi, il est là. Est-ce qu'il est menacé de disparaître? On verra. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Au revoir. Merci.